Matsumoto, 1939. Une cuisine, une table avec une nappe. Une jeune fille de 10 ans est fascinée par les motifs qu'elle a sous les yeux. Nani? Ce que vous venez de voir, c'est une reconstitution que j'ai faite en me basant sur ce que Yayoi Kusama décrit dans sa biographie comme une hallucination qu'elle a faite vers ses 10 ans. Yayoi Kusama, je sais pas si son nom vous est familier, mais vous avez probablement déjà entendu parler de son travail. Elle bénéficie d'une résurgence ces dernières années, si bien qu'elle est peut-être l'artiste contemporaine la plus connue au monde. On va chercher à expliquer comment une jeune fille qui confectionne des parachutes pour l'armée japonaise lors de la Seconde Guerre mondiale s'est retrouvée à avoir un androïde à son effigie dans des boutiques de luxe à travers le monde. Vous voyez Hokusai, le peintre de la Grande Vague. Il a un jour dit qu'en parvenant à un niveau avancé de maîtrise, même un point peut paraître vivant. Eh bien, Yayoi Kusama, elle vous dirait sûrement qu'un point tout seul, ça fait pas grand-chose. Revenons à ses 10 ans, en 1939. À cette époque, Kusama est une enfant qui est loin de pouvoir se considérer comme une artiste. Mais elle dessine déjà. Voilà son plus vieux dessin à nous être parvenu. L'identité de la personne n'est pas connue, mais on pense que ce serait sa mère qui se fait recouvrir d'une multitude de points, comme lors de son hallucination. Alors, il n'y a aucune confirmation que ce soit vraiment sa mère, mais beaucoup d'observateurs ont envie de faire le rapprochement, puisque justement, Kusama, elle a un rapport compliqué avec sa mère. Notamment, elle la bat et lui demande d'aller espionner son père pour savoir avec qui il la trompe. À 13 ans, elle est même envoyée dans une usine pour aider à la confection de parachutes pour l'armée japonaise. 12 heures de travail quotidien. Mais elle continue de dessiner et veut devenir artiste. Sa mère s'y oppose catégoriquement. Elle déchire les dessins de sa fille. Elle veut qu'elle devienne femme au foyer, lui trouve des prétendants. Fort heureusement pour elle, à 19 ans, elle parvient malgré tout à convaincre ses parents d'aller étudier à Kyoto l'art traditionnel japonais. Mais ce conformisme ne lui plaît pas vraiment, elle qui s'intéresse plutôt à l'avant-gardisme européen et américain. Fascinée par la forme des citrouilles et des fleurs du jardin de ses parents, elle est notamment attirée par les peintures des fleurs de Georgia O'Keeffe, une célèbre peintre américaine. Elle lui envoie même une lettre en 1955. Mais intéressons-nous plus en détail à ce que Kusama peint justement à cette époque. C'est surtout des formes organiques. Ici, elle propose son autoportrait en utilisant un gros poids. En 1952, elle expose une large partie de ses œuvres dans une salle qu'elle a louée à Matsumoto. C'est sa première exposition. Elle continue ensuite en déménageant à Tokyo en 1954 et elle parvient à obtenir un certain succès d'estime en ayant exposé déjà des centaines d'œuvres. Mais il y a un petit problème pour Kusama. Elle se sent limitée et oppressée au Japon. Elle rêve d'aller à New York pour y faire son art dans le centre mondial de l'avant-gardisme. Et c'est là qu'une occasion va se présenter. À sa grande surprise, elle finit par recevoir une réponse de la part de Georgia O'Keeffe, et c'est ainsi que leur amitié débute. Elle s'échange des lettres pendant plusieurs années, et O'Keeffe encourage Kusama à venir à New York montrer et exposer son travail. Grâce à ses conseils, Kusama participe à une exposition à Seattle en 1957. Mais à l'époque, ce n'est pas facile pour Kusama de se rendre aux États-Unis, qui plus est pour une longue durée. Elle parvient malgré tout à décrocher un visa temporaire et à accumuler 1 million de yens grâce à sa famille. Et à votre avis, comment a réagi la mère de Kusama à cette annonce ? Eh bien, elle a accepté de participer aux frais, puis elle lui a dit « Je ne veux plus jamais te voir ici ». Juste avant de partir, avant que sa mère ne fasse quoi que ce soit, Kusama détruit environ 2000 de ses œuvres en se promettant que ses prochaines seraient encore meilleures. Maintenant, c'est l'Amérique qui l'attend. Fascinée par l'océan Pacifique qu'elle a vu depuis l'avion, elle en fait toute une série de tableaux. Et ses peintures vont devenir le point de départ d'une des séries les plus connues de Kusama. Mais ça, on va y revenir. Pour l'heure, l'important pour Kusama, c'est d'obtenir un nouveau visa qui lui permettrait de rester, chose qu'elle parvient à faire grâce à un visa étudiant. Kusama parvient donc à rejoindre New York. Elle passe ses journées à peindre et essaye de participer à la vie artistique new-yorkaise. Avec son anglais balbutiant, elle n'hésite pas à jouer sur ses origines en se présentant occasionnellement en kimono. Et même si c'est une inconnue, elle ne se laisse pas faire. Malgré le peu d'exposition qu'elle a, si ses tableaux ne sont pas exposés convenablement, elle n'hésite pas à s'en plaindre. Parce que oui, Kusama arrive malgré tout assez vite à exposer, même si elle est bien souvent l'inconnue de l'exposition. Elle propose de grandes toiles où des motifs en apparence simples se répètent avec complexité. C'est la série qui a découlé de ses peintures de l'océan Pacifique, et elle a un nom, Infinity Net, un filet infini.
Aujourd'hui, c'est peut-être difficile de comprendre pourquoi cette série abstraite est novatrice. Prenons le cas de Jackson Pollock. Si vous regardez bien ses œuvres, les formes qu'il propose sont toujours confinées dans un espace. On ne sait pas ce que c'est, mais on perçoit une forme. A l'inverse, Kusama propose un abstrait sans limite. Alors bien sûr, il y a le cadre du tableau qui fait que ce n'est pas vraiment infini, mais la grandeur des toiles, de même que leur nombre important, évoque cette idée de propagation infinie. Et même quand on retrouve des formes au centre des tableaux de Kusama, elles sont bien souvent diffusées dans la répétition du motif. Là encore une fois, on a très envie de faire le rapprochement avec l'anecdote où Kusama s'efface par la répétition du motif de la nappe. Et on peut faire des comparaisons similaires avec d'autres artistes abstraits. Je vous laisse comprendre en quoi un Victor Vasarely, qui peignait au même moment en Europe ce genre de motif répétitif, il a rien à voir avec la répétition infinie de Kusama. Malgré un certain succès d'estime, Kusama n'en tire que peu d'argent, et ses économies, initialement conséquentes, partent en fumée. O'Keeffe parvient à convaincre son marchand d'art d'acheter une de ses œuvres, ce qui aide financièrement Kusama, dont la santé commence déjà à se détériorer. Il faut dire qu'elle ne s'arrête jamais de travailler. どうして水玉の作品を網目の作品ばかり延々と無限に作るのかと言って私に問いかけたんですけど、私はそれらを聞く耳を持たなかった自分の世界を作り出すために一生懸命でした。En 1962, elle démarre une nouvelle série qu'elle appelle Agrégation, et qui consiste à recouvrir des objets de forme molle, et qui pour elle symbolise son aversion pour la sexualité. Avec cette série, elle parvient à exposer au milieu d'œuvres d'artistes connus. Il y a notamment l'œuvre d'un certain Andy Warhol. Gardez ça dans un coin de votre tête. Là encore, elle est inconnue, mais cette fois-ci, c'est son œuvre qui attire le plus l'attention. L'idée inspire Claes Oldenburg, qui commence à son tour à travailler avec des objets mous. Kusama, elle, continue son travail et propose l'année suivante de recouvrir un bateau de forme molle et de l'entourer de 999 posters du bateau. Andy Warhol félicite même Kusama pour l'idée. Yayoi Kusama commence bel et bien à attirer l'attention et elle devient une figure incontournable de la scène artistique new-yorkaise. Pourtant, sa renommée va rester bien plus limitée que celle des gens qu'elle inspire. Car oui, je n'ai pas cité Claes Oldenburg juste pour le plaisir de caser un nom d'artiste peu connu du grand public. Si j'en ai parlé, c'est parce qu'il rencontre très vite du succès et devient connu mondialement, mais pas pour n'importe quelle raison, c'est pour ses formes molles à base de tissu. Grâce à ça, il acquiert une renommée internationale, ce qui est vraiment loin d'être le cas pour Kusama. L'inspiration est évidente, mais jamais Oldenburg ne mentionnera Kusama. La femme de l'époque de Oldenburg, Patty Mucha, elle aussi artiste et qui l'a aidé à confectionner la plupart de ses œuvres, eh bien, elle est même venue s'excuser auprès de Kusama. Et malheureusement, ce n'est pas tout. Je n'ai pas non plus cité Andy Warhol juste pour caser Andy Warhol. En 1966, il expose sur un mur la répétition du motif d'une vache. Le rapprochement n'est peut-être pas évident, mais à l'époque, les amateurs d'art font immédiatement le lien avec le bateau de Kusama. Mais rares sont ceux qui en tiennent rigueur à Andy Warhol. Il est déjà connu et il peut se défendre en disant qu'il a utilisé la sérigraphie, là où Kusama a utilisé le collage. Le consensus aujourd'hui, c'est qu'Andy Warhol a introduit l'idée de faire de l'art avec des éléments du quotidien. Sauf que, un recoupement de plusieurs sources laisse penser que Kusama a commencé à utiliser des éléments de la pop culture dès 1960, utilisant notamment des billets, ce qui n'est pas sans rappeler l'une des œuvres de Warhol. Alors attention, ça ne veut pas dire que Andy Warhol a fait du plagiat. Il y a de nombreuses incertitudes sur les dates. Mais plagiat, oui ou non, comprenez bien la situation et mettez-vous à la place de Kusama. Quand elle propose quelque chose, c'est ignoré, mais chez les autres, c'est acclamé. Sans doute frustrée, elle crée cette parodie, One Roller, The Untied Skates of Arnica. Entre Oldenburg et Warhol, Kusama ne fait qu'accumuler de la frustration. Donald Judd, son ancien voisin, se souvient que Kusama était surtout irrité par Warhol. Mais plus que tout, c'est vraiment la vue des œuvres cousues de Oldenburg à la Green Gallery qui lui a provoqué un choc incommensurable. Malgré tout, elle continue à créer. C'est une nécessité pour elle. Elle s'essaye à des installations où elle utilise des miroirs. Avec des espaces clos et des reflets multiples, elle parvient à créer un espace infini. Kusama propose notamment son célèbre Peep Show. Mais quelques temps plus tard, en 1966, Lucas Samaras tient une exposition où il propose un type d'œuvre qu'il n'avait jamais proposé jusque-là. Une pièce spéciale tapissée de miroirs. Il l'expose dans la Pace Gallery, une galerie d'exposition très réputée qui n'a jamais ouvert ses portes à Kusama. Vous l'avez compris, c'est le même schéma qui se répète encore et encore. Kusama a une idée novatrice, des hommes s'inspirent de son art et rencontrent le succès. Alors qu'elle, elle ne parvient toujours pas à ne serait-ce que vendre ses œuvres. L'invisibilisation, c'est l'une des formes les plus sournoises du sexisme. Kusama se convainc que le monde de l'art n'est qu'une chaban, une farce. Elle sombre dans la dépression. Heureusement, elle peut compter sur ses proches qui la soutiennent, mais aussi sur son ambition et ce besoin vital de créer qui la font encore et toujours persister. Elle ne veut pas se laisser invisibiliser. Si on la laisse en dehors des institutions, eh bien, qu'à cela ne tienne, elle accaparera la rue.
Elle se proclame la prêtresse des pois, Priestess of Polka Dots, et n'hésite pas à jouer de sa santé mentale pour construire son personnage. Elle évoque ouvertement ses hallucinations, comme celles de son enfance. Elle organise des happenings. À Venise, en marge de la Biennale où elle n'est pas invitée, elle pose au milieu de milliers de boules argentées et propose même de les vendre pour $2 pour contraster avec les prix exorbitants des œuvres de la Biennale. Aux États-Unis, elle organise le happening Homosexual Wedding où elle marie un couple homosexuel alors que ce n'est pas légal à l'époque. Elle s'intéresse à bouleverser les normes autour de l'hétérosexualité. Elle performe nue en public pour protester contre la guerre du Vietnam qui lui rappelle l'absurdité de la guerre qu'elle a vécue au Japon. Mais en parlant du Japon justement, est-ce que le pays est au courant de la carrière de Kusama ? Eh bien oui, l'opinion publique japonaise est totalement choquée par ces happenings. Mais qu'importe, Kusama continue de poursuivre son art. Avec Judd Yakult, elle co-réalise un court-métrage expérimental où elle synthétise son esthétique et formalise l'idée de self-obliteration, qu'on traduit en français sans doute par souci de simplicité, la self-oblitération. C'est une performance filmée, où l'héroïne est Kusama. Elle commence par recouvrir un arbre de pois, puis chaque pois à son tour est rempli. Elle peint une toile dans l'eau, puis l'eau elle-même. Le pois est partout. Sa propagation est infinie. Kusama s'efface au milieu des pois, exactement comme lors de sa première hallucination. La self-oblitération, c'est l'idée de s'effacer absorbé par l'infini. Après le cinéma, elle s'essaye à la mode. Elle crée sa propre entreprise, la Kusama Fashion Company Ltd, et propose des tenues propres à son art. Avec toutes ces innovations, il est devenu impossible de plagier Kusama tant l'artiste s'est diversifié. Elle écrit aussi des poèmes. Mais justement, sa dépression et ses problèmes de santé la rattrapent. Elle est usée des États-Unis et décide de retourner au Japon temporairement en 1973. Elle a 44 ans. Et bien sûr, elle est très mal accueillie. Son père meurt en 1974 et sa santé mentale s'aggrave. Elle n'arrive plus à peindre et elle tente à nouveau de se suicider. Elle rencontre finalement un médecin qui lui propose de mettre l'art au cœur de sa thérapie. Et devinez quoi ? Kusama, elle est ravie, à tel point qu'elle décide en 1977 de se faire interner de son propre chef. Et c'est comme ça qu'elle retrouve l'envie de créer. Elle réalise de nombreux collages qu'elle expose sans que cela ne prenne vraiment. Progressivement, au Japon comme à New York, les gens commencent à oublier Kusama. Elle parvient malgré tout à exposer occasionnellement à Tokyo et en Europe, mais il faudra attendre 1989 pour que, sous l'impulsion d'Alexandra Monroe, un grand musée américain lui dédie enfin une exposition solo depuis son départ du continent. C'est la toute première rétrospective sur Kusama. L'exposition n'évoque pas vraiment l'importance et l'influence de Kusama dans le monde de l'art, mais cette rétrospective a le mérite de marquer le début d'un regain d'intérêt pour l'œuvre de Kusama. En 1993, elle a 64 ans et elle est choisie pour représenter le Japon à la Biennale de Venise, plus de 25 ans après avoir joué les troubles fêtes sans autorisation. Kusama est maintenant totalement sortie de l'oubli. Elle devient une icône dans le monde entier, et cela inclut le Japon. Vous voyez la vidéo de la citrouille ballottée par les flots ? Eh bien, c'est pas n'importe quelle citrouille. C'est celle qui est installée en 1994 à Naoshima, une île au cœur de l'archipel japonaise qui abrite de nombreux musées et d'œuvres d'art modernes. C'est le début des installations grand format pour Kusama. Ces deux citrouilles sont devenues les symboles de l'île et cela illustre bien la résurgence de Kusama. Et je vous rassure, depuis le typhon de 2021, la citrouille jaune est à nouveau sur pied. Et donc, toujours dans la continuité de cette résurgence, en 2002, le musée d'art moderne de Matsumoto, je rappelle que c'est la ville d'origine de Kusama, eh bien, il ouvre ses portes. Et en 2017, il y a le musée Yayoi Kusama qui est inauguré pas très loin de son hôpital. Les expositions sont tournantes et il faut réserver. C'est notamment l'occasion de voir l'un des peep shows de Kusama.
Ces 3 exemples montrent bien qu'après avoir été rejetée par son pays, elle y est maintenant célébrée de moins en moins timidement. La reconnaissance que Kusama a tant cherchée est enfin là. Et pour l'artiste, c'est une source d'apaisement. Elle continue de créer toute la journée dans son atelier près de son hôpital. Elle ne s'arrête jamais. Et maintenant, on va revenir à cette histoire d'Android. En 2023, elle collabore pour la 2e fois avec Louis Vuitton. Vêtements, relooking des boutiques, sculptures géantes, le coût marketing est massif à travers le monde. Il y a notamment cet Android qui a fait beaucoup réagir. Vous pouvez le voir à Paris, Londres ou Tokyo entre autres. Effrayant pour certains, génial pour d'autres, le coût marketing pour Louis Vuitton est réussi. Mais cet aspect commercial, dans le fond, il n'est peut-être pas si intéressant que ça d'un point de vue artistique. Il révèle surtout que Yayoi Kusama, c'est aussi une marque. La plupart des œuvres et des photos que je vous ai montrées depuis le début, eh bien, elles sont copyrightées par le studio de Kusama. Mais l'imagerie du robot a le mérite de repousser à nouveau les limites de la carrière de Kusama, tout en restant cohérent avec son œuvre, puisque ça évoque l'un de ses thèmes centraux, la répétition inlassable des mêmes gestes à l'infini. Car oui, j'ai pas arrêté de le répéter, mais Kusama depuis l'enfance, elle a continué de créer sans jamais s'arrêter. Son œuvre, elle est tout simplement monumentale, et elle est sans doute la peintre la plus marquante de notre époque. Les formes molles, les citrouilles, les miroirs et bien entendu les poids, tous ces motifs ont traversé la carrière de Kusama pour l'aider à représenter l'infini, ses obsessions, et à soulager ses souffrances. Alors, on se dit que l'acharnement a fini par payer pour Kusama. Après tout, si tu n'as pas de chance à la loterie du succès, retente ta chance. Mais bon, retenter sa chance, c'est pas gratuit. Ça a parfois un coût monétaire, mais ça a surtout un coût mental. Et ce raisonnement, qui dit que l'acharnement ne suffit pas, eh bien, il peut s'appliquer à 1000 domaines. Indépendamment du talent de Kusama, son succès, ça reste un peu le fruit du hasard. Déjà, elle a la chance d'être née dans une famille aisée. Je rappelle qu'obtenir 1 million de yens pour pouvoir partir aux États-Unis, ça n'est pas rien. Mais plus que tout, c'est surtout parce qu'elle est née avec ce besoin vital et sincère de créer qu'elle a pu participer une infinité de fois à la loterie du succès. Je vous laisse maintenant imaginer combien de potentiels Kusama inconnus au bataillon existent à travers le monde.